Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver. C'est un nouveau numéro de Questions Maison, c'est la rentrée. Nous sommes aujourd'hui en Eure-et-Loire, très précisément à Nogent-le-Rotrou. D'ici quelques instants, je vous proposerai la visite de la maison de Frédéric Pénarin. C'est une maison de maître qui a été souvent rénovée au fil des ans. Aujourd'hui, avec son mari, ils en ont fait un lieu de vie qui conjugue travail et domicile. Avant d'en faire la visite, je vous propose de regarder notre sommaire. Nous partirons à Barcelone à la découverte d'un style qui a marqué cette ville, celui de l'architecte Gaudi. Nous ferons le point sur les réglementations qui régissent les vides-greniers, un des loisirs préférés des Français. Nous découvrirons les ateliers Quillet, spécialisés dans la conservation des vieilles affiches. Visite guidée dans les showrooms de la 7e édition des Designer Day, dont le thème était cette année le désir. SOS Maison va aider Cyril à transformer sa chambre de célibataire pour accueillir sa nouvelle compagne. Bonjour Frédéric. Bienvenue. C'est gentil. Bonjour. Merci de nous accueillir chez vous. Vous êtes installé dans le Perche depuis combien de temps? Depuis 2 ans, c'est très récent. Vous étiez dans quelle région avant? Dans la région parisienne, et nous avons eu le coup de foudre pour cette maison. Ah bah je veux bien vous croire. Maison sublime. Elle date de quelle époque? Alors la maison est 17e, mais remaniée 19e. C'est pour ça que nous avons de grandes ouvertures. Qu'est-ce qui vous a fait craquer dans cette maison? Son côté, donc déjà... maison de maître et sa dimension qui permettait de réunir les différentes fonctions, donc maison et professionnelle, puisque je suis architecte d'intérieur, oui. Et permettait d'avoir mes bureaux et en même temps d'avoir un lieu d'exposition pour montrer le mobilier que je crée et que je fais réaliser dans le Perche. Donc c'était le bijou qu'il fallait pour mettre en place votre projet. Voilà, c'est un très bel écrin pour nos futurs bijoux. Je veux bien vous croire. Le jardin était déjà dans cet état? Ah non, pas du tout. Avant, c'était une allée qui faisait le tour du bassin, qui repartait. Ça avait plutôt une fonction de garage, mais pas du tout de jardin. Il n'y avait pas du tout de fleurs. Et le bassin n'avait pas du tout cette structure à l'origine. Vous êtes lancé dans les gros travaux alors? Oui, mais la maison le méritait. Et nous, on avait très envie qu'elle revive et qu'elle reprenne plein de couleurs. Les travaux ont pris combien de temps, approximativement? Les travaux ont duré 3 mois. 3 mois, c'est rapide. Oui, il fallait parce que professionnellement, on ne pouvait pas trop non plus s'arrêter. Les travaux, c'était quoi? C'était plomberie, chauffage, électricité, des choses de ce genre? Oui, parce qu'on a modifié complètement les salles de bain, les cuisines, elles n'étaient pas au même endroit. Donc ça a été vraiment un travail de fond. C'est génial, cette véranda est magnifique. Elle est en acier parce que... on ne tenait pas à avoir de l'aluminium pour respecter le style 19e. C'est vous qui l'avez mis en place, ça? Oui. Elle a été Avant, c'était quoi? dessinée. C'était purement une terrasse, alors? C'était qu'une terrasse. L'escalier à double révolution existait avec ce perron. Oui. Et nous l'avons conservé et simplement, on a repeint les garde-corps. Écoutez, c'est une belle leçon d'architecture. Je pense qu'on va en prendre d'autres en rentrant dans la maison d'ici quelques instants. Mais je vous propose de faire la connaissance d'un architecte hors du commun. Il est né en 1852 en Catalogne. Il s'appelle? Gaudi. Forcément, Antonio Gaudi. Il est connu pour effectivement son originalité, pour sa fantaisie. Il sera le porte-étendard du modernismo, qui est la variante espagnole de l'art moderne. Il a effectivement créé beaucoup de maisons aux toits arrondis, aux façades en céramique. Ses créations sont directement inspirées par la nature et aujourd'hui, fort heureusement, elles continuent à jalonner les rues de Barcelone pour le plus grand plaisir des amateurs d'architecture. Un sens inné des volumes, une passion pour la couleur et la nature, une imagination sans limite. Depuis un siècle, Barcelone vit sous le charme des bâtiments extravagants d'Antonio Gaudi. Mais en 1870, alors que ce génie passe son diplôme d'architecture, à quoi ressemblent les bâtiments de la capitale catalane? C'est plutôt des bâtiments de lignes beaucoup plus simples, d'inspiration classique, ce qui fait qu'on peut voir qu'il n'y a pas encore l'inspiration de la nature, les lignes ondulantes. À cette époque, au XXe siècle, les maisons étaient assez géométriques. Donc, XXe siècle, la fin du XIXe siècle, qu'est-ce qui se passe à Barcelone? Barcelone vit un boom économique dans le secteur textile. Donc, les familles les plus riches, c'était la bourgeoisie. Donc, la bourgeoisie, un peu pour montrer aux autres le pouvoir économique qu'elle avait. Comment faire? En construisant des bâtiments très originaux, des formes très arrondies,
qui n'existait pas. Donc c'était très moderne pour l'époque. De son père chaudronnier, Gaudi a hérité la connaissance et l'amour des volumes, grâce auxquels il décroche son diplôme, bluffant un jury qui ne sait pas s'il vient de récompenser un génie ou un fou. La première commande de Gaudi fut la Casa Vicens, mélange étonnant de lignes géométriques et de fleurs, annonciateur de la passion de l'architecte pour la nature, une nature qu'il tentera toute sa vie d'imiter avec ses constructions. Gaudi, qui a une idée de modernisation, a aussi l'intérêt pour la nature comme une source d'inspiration. Et on voit surtout dans tous les domaines de la décoration, d'intérieur, des façades, la céramique, la mosaïque. C'est le retour à la nature, au moment où il y a une industrialisation très importante. La grande force de Gaudi, c'est de ne jamais rentrer en contraposition avec la nature. Alors la nature, ça veut dire que si la lumière, c'est la lumière naturelle qui doit rentrer dans la maison, dans les chambres. Une autre caractéristique, il pensait aux cheminées. Il dit, si la fumée monte en tournant, bien sûr, les cheminées doivent être tournantes. Donc c'est pas Gaudi. C'est pas la nature qui aide Gaudi, c'est Gaudi qui suit la nature. En plus de cette attention particulière à la circulation de la lumière et de l'air, Gaudi travaille les volumes comme personne. Ses constructions reposent sur des piliers tandis que les façades ne sont souvent que des murs rideaux. C'est à partir d'éléments naturels comme ce squelette de serpent ou ce jeu de cordes qu'il imagine des immeubles ou des maisons comme la Pedrera. Derrière nous, on a la Casa Batlló, qui est une maison privée. C'est une maison construite par Gaudi sur une structure, donc sur un bâtiment qui existait déjà. Il y a ces colonnes comme ça très très fines, mais des colonnes très importantes pour la structure de toutes les maisons de Gaudi. Déjà, la façade principale est toute en céramique, polychrome, le toit, céramique aussi. Et cette céramique, on la reverra dans l'œuvre de Gaudi, surtout au Parc Güell. Alors, à quoi sert pour la céramique? Pour Gaudi, c'était important parce que comment décorer ces formes ondulées? Pour lui, la façon plus simple, c'était de casser des morceaux de céramique et de recouvrir donc ces parties ondulées avec cette céramique. Imaginé entre 1900 et 1914 avec l'aide de son mécène Eusebio Güell, un industriel richissime, le parc Güell, c'est le chef-d'œuvre de Gaudi. Ce parc n'était pas un parc. En réalité, Gaudi et Güell ils pensent ensemble au parc Güell comme un ensemble de maisons. Donc c'était des parcelles qu'ils devaient vendre aux familles bourgeoises de Barcelone pour y vivre. Donc ça devait être plein de maisons bourgeoises et d'édifices modernistes construits par Gaudi. Mais finalement, ça n'a pas marché et ils ont vendu que 2 parcelles. Mais aussi talentueux qu'il soit, Gaudi choque, tant par ses œuvres monumentales, comme la toujours inachevée église de la Sagrada Familia, que par ses actes. Son aura peu à peu va se ternir, notamment à cause de son caractère ombrageux. Gaudi était assez bizarre, c'est-à-dire qu'il savait très très bien qu'il était un génie. Et il savait bien qu'il était le génie de son époque aussi, donc à l'avant-garde. Par exemple, dans la même Pedrera, il y a une colonne en patte d'éléphant qui est un peu plus inclinée, un peu plus grande par rapport aux autres pour revendiquer son importance, pour dire moi je suis important, je suis même plus important que la mairie de Barcelone, donc je peux faire ce que je veux. Donc il se sentait assez tout puissant. Alors, Gaudi, architecte génial ou fou? À vous de juger en allant découvrir ses œuvres dans les rues de Barcelone. Que vous soyez lève-tôt ou plutôt grasse matinée, je suis sûr que, comme 54% des Français, vous avez fait cet été un tour sur une brocante ou un vide-grenier. Pourtant, ce loisir adoré des Français est menacé de disparaître totalement, ou presque. Car après des années de laisser-faire, une loi devrait régir les brocantes et les réformer et profondément. Question Maison fait pour vous le point sur ce sujet. Que font les Français le week-end? De 7 à 77 ans, ils chinent. En effet, ils sont 22% à se déplacer sur les brocantes et les vides-greniers, plus de 5 fois par an. Mais au fait, c'est quoi la différence entre les deux? Dans les brocantes, il y en a 3 catégories, celles qui n'ont que des brocanteurs de métier, celles qui associent brocanteurs de métier et amateurs, et puis il y a les vides-greniers à l'état pur, qui n'ont que des exposants amateurs.
ne sont pas très nombreux finalement. L'immense majorité des manifestations, et c'est là que c'est intéressant, c'est un mélange de vendeurs professionnels et d'amateurs. Chaque année, il y a ainsi plus de 24 000 occasions de chiner en France. Alors, depuis le temps, la brocante, on sait comment ça marche. Il faut y être le plus tôt possible, histoire de faire de bonnes affaires au cul du camion. Ce que l'on sait beaucoup moins, c'est que ce sont des associations qui organisent ces manifestations pour financer leurs activités. L'organisation et tout l'aspect administratif qui est quand même très lourd malheureusement. C'est au moins 6 mois à l'avance. Et surtout, ce qu'il y a, c'est l'implication au niveau de la ville. Et oui, sans bénévoles comme lui pour gérer la location des stands, ce dimanche matin, il n'y aurait rien, ni personne, alors que là, ils ont tous l'air de s'amuser. Il y a beaucoup de petits collectionneurs, ou alors vous avez des gens qui veulent carrément une casserole ou une poêle, de l'étain, du cuivre, enfin tout. Voilà. Très sympa. C'est très sympa et on reviendra. DVD, CD, c'est ça qui marche le mieux. Puis des disques aussi. Le problème, c'est que les brocanteurs professionnels ont moyennement apprécié le succès des vides-greniers. Alors, histoire que les particuliers arrêtent de piétiner leur plate-bande, ils ont réussi à faire voter une loi en 2005 qui devait réglementer un peu tout ça. Il y a 2 limitations essentielles dans ce texte. 2 fois par an pour le particulier, je dirais ça à l'extrême limite, c'est pas trop grave, mais surtout une limitation géographique, c'est-à-dire que le particulier ne peut pas exposer plus loin que sa commune, voire un peu son intercommunalité, mais quelque chose de très très proche. Et donc si on applique ce texte, à la place d'avoir 200 exposants par manifestation, vous n'en aurez plus que 20 ou 30. On a estimé à peu près 70% des vides-greniers qui ont disparu de la circulation, si on peut dire. On l'aura compris, Monsieur Moumbach n'est pas vraiment du côté des antiquaires. Il défend les associations pour lesquelles les brocantes sont l'occasion de remplir un peu leur caisse. Le secteur associatif, certes, on a calculé, ça lui rapporte grosso modo 850 millions d'euros. Bon, c'est quand même pas rien. Mais il y a d'autres difficultés, c'est notamment l'animation de la cité. Et on constate quand même que, notamment dans les petites communes, c'est vraiment la manifestation annuelle. Ce type de manifestation, une fois par an dans une commune, apporte, je dirais, un certain commerce. C'est de l'ordre de 550 millions de chiffre d'affaires, quoi. Le problème, c'est qu'avec de tels chiffres, la loi Dutreil de 2005 devant réglementer les brocantes n'a jamais été appliquée. Du coup, les vides-greniers se multiplient toujours, tandis que les professionnels s'estiment lésés. Mais sur le terrain, y a-t-il vraiment concurrence déloyale pour les chineurs et les brocanteurs ? Sur 120 exposants par jour, il doit y avoir un dixième de professionnels. Il n'y a pas vraiment de concurrence. Franchement, le public qui vient dans un vide-grenier, c'est pas du tout le même qui viendrait dans une boutique d'antiquaire. C'est pas vrai. Dans les vides-greniers, vous avez des assiettes à 2 €, vous avez des habits, c'est pas du tout la même chose que ce qu'on trouve chez les antiquaires. Donc il n'y a pas vraiment réellement de concurrence. On n'est pas sur la même cible et c'est pas parce qu'on supprime les vides-greniers que ça va arranger les affaires, effectivement, des antiquaires ou voire brocanteurs. Les organisations professionnelles d'antiquaires et brocanteurs se plaignent de la concurrence déloyale de quelques personnes. Mais il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Il y a certainement des fraudeurs, comme dans toute activité marchande. C'est inévitable, mais de là à tout interdire, tout limiter, c'est peut-être beaucoup. On estime à 5% de fraudeurs. Nous, on dit les 5% de fraudeurs, il faut les poursuivre, les condamner, etc. Et puis fiche la paix à 95%, quand même. La loi de 2005 n'a jamais été appliquée. Elle prévoyait des limitations 2 par an pour des exposants particuliers. Et également une limitation géographique, grosso modo à la sous-préfecture. En principe, les gens qui participent à une brocante, en tant que particuliers, doivent se déclarer auprès de l'organisateur, se communiquer à la mairie, à la préfecture. Donc si vraiment on veut faire la chasse à ceux qui abusent, on va dire, qui travaillent sans être inscrits, sans avoir de registre de commerce, ce serait possible, mais ça demanderait des moyens. Antiquaires contre associations, vrais professionnels contre faux occasionnels, difficile d'y voir clair, d'autant que l'argent gagné souvent au noir représente finalement des sommes assez importantes qu'il faut bien se partager. Bon, cette loi Dutreil est assez caduque. Je ne sais pas si on arrivera à trouver quelque chose de valable. Maintenant, si ça peut permettre aux professionnels, c'est vrai, les grands trucs professionnels de fonctionner, pour ça je suis d'accord. Mais entre business et animation des petits villages, pas facile de trancher. À la campagne, il y a énormément de manifestations comme ça, en plein champ, c'est sympa, d'ailleurs il y a des trucs géniaux, mais là aussi ça fait vivre les commerces.
ça amène du monde. Bon, c'est... Donc il en faut, mais c'est vrai qu'il y en a peut-être trop maintenant. C'est comme ça. Voici donc une législation qui permettra aux vides-greniers de ne pas se transformer en vides-poubelles, et c'est plutôt une bonne chose. Quand on parle justement de chiner, est-ce que pour cette maison, vous avez fait beaucoup d'antiquaires, des brocantes, des choses comme ça? Non, pas du tout. Ça nous est arrivé dans le temps, mais maintenant, on s'est tourné vers le contemporain. Ah, la touche est très contemporaine ici. Hein. Revenons un petit peu à cette véranda. Elle est exposée de quelle manière ici? Alors, nous sommes plein nord, mais nous en avons fait une vraie pièce à vivre du fait d'avoir utilisé du double vitrage. Et donc, on a une très très bonne isolation thermique. Et phonique aussi, parce qu'il n'y a pas trop d'écho ici. Hein. Oui, la nouvelle technicité permet d'avoir cet avantage supplémentaire. C'est le sol d'origine, celui-ci. Hein. Alors, le pavé ciment est très très beau et on a tenu absolument à le conserver, et on a assorti les couleurs par rapport à ce pavé ciment, c'est-à-dire la chaufferie. Ça a été notre point de départ pour pouvoir le mettre en valeur. D'accord. Frédéric, quand on parle encore de gros travaux, pour accéder à la cuisine, il y avait quoi? Il y avait une porte avant que vous avez agrandie? Alors, ce porteur a été ouvert et nous a permis d'intégrer cette pièce à la véranda. Et là, en l'occurrence, la cuisine, maintenant, est un trait d'union entre les différentes pièces de la maison. Donc, salle à manger et salon que nous verrons après. À l'origine, ici, c'était déjà une cuisine? Non, c'était un escalier et cette pièce fait que 9 mètres carrés. Et nous permet quand même d'avoir une cuisine tout à fait agréable en proportion. On n'a pas de limite, hein, que ce soit du côté de la véranda comme ici du côté du salon. Hein. Ça permet d'avoir de très jolies perspectives. Vous avez des pièces surtout immenses. Les pièces sont avec des matériaux d'origine, les moulures. Toutes les boiseries sont d'origine. Voilà, et la cheminée aussi. Donc simplement, notre touche personnelle a été sur les couleurs. Gris pour les murs et sur le mobilier qu'on a voulu assez large. Assez large. C'est la tendance XXL. On l'évoque régulièrement dans l'émission, mais c'est vrai que profitant de la proportion de cette pièce, vous avez bien fait de choisir ça, quoi. On a voulu multiplier le type d'assises et utiliser ces love seats qui donnent un côté plutôt original. Vous avez toujours été axé vers le contemporain ou c'est purement depuis que vous avez cette maison? Ah non, moi j'ai toujours beaucoup aimé le contemporain, le design, et vraiment je suis contente à l'heure actuelle que on s'intéresse de plus en plus aux designers et aux contemporains. Là, il y a encore effectivement des meubles de design. On passe d'un salon à un autre. Ça, c'est joli, cette chaise-là. Oui, alors ça, c'est une chaise qu'on a retenue pour son côté pratique, c'est-à-dire qu'elle a deux fonctions. Elle est soit chaise, soit fauteuil. Et au niveau de la manipulation, on ne peut pas faire plus simple. Ah oui, là, c'est simplement avec une main, on arrive à refermer ce siège. C'est bien vu. Hein. Là encore, vous avez conservé ce qu'il était possible de conserver. La cheminée est d'origine? Oui, en marbre de Carrare. Hein. Et on a mélangé les styles, c'est-à-dire qu'on a des sculptures très contemporaines à côté de ces... C'est en bois, ça? Oui, des sculptures bois par rapport à du marbre. Voilà. D'accord. Le parquet d'origine aussi? Le parquet d'origine, on a gardé sa patine, on a voulu le garder avec le côté ciré. Ça, c'est esprit asiatique très chinois, mais c'est contemporain, ça aussi, hein? Oui, ça, c'est des meubles que je dessine. Ah, c'est vous qui dessinez? Oui. D'accord. Et ce meuble peut être informatisé, le fond est en tissu, sur velcro, peut être complètement changé, et on a des miroirs sur les côtés qui permettent... de jouer sur la profondeur, bien sûr. Voilà, la profondeur. C'est quelle essence de bois, ça? C'est un chêne avec une finition taupe. D'accord. Même chose pour ce meuble-là, c'est vous aussi qui l'avez dessiné? Oui. Qui réalise ces meubles une fois que vous les avez dessinés? Ce sont des personnes de la région, du Perche, que ce soit aussi bien pour le caisson que pour le piétement, qui est en acier brut, dont les soudures sont restées apparentes. Volontairement apparentes. Et ça, c'est quoi? C'est du papier autour? Oui, c'est un designer hollandais et ça nous permet d'avoir des objets originaux. Je touchais ça parce qu'en même temps, ça va directement avec le sujet qu'on va découvrir ensemble. Tout à fait. Nous allons visiter maintenant l'atelier Quillet, qui est un atelier spécialisé dans la restauration, dans la conservation de vieux livres, d'affiches. Vous allez voir qu'il travaille avec un savoir-faire vieux de plusieurs siècles, mais il s'intéresse aux technologies modernes, comme notamment la numérisation et aussi le microfilmage. Pour découvrir leurs ateliers, nous nous rendons à l'île de Ré. Il y a pire pour travailler.
Le premier souvenir, ça a été, j'avais à ce moment-là 15 ans, je crois, 15 ans et demi. Et j'avais été travailler un week-end sur un salon. C'était un libraire important sur un salon parisien. Je portais les livres, je les ramenais et puis je les installais. Et il m'avait payé un petit peu, mais comme j'étais mineur, il m'avait en fait payé avec une affiche. Et c'est une affiche ancienne, parce que c'était pas sa spécialité, il était un livre ancien. Et il m'avait offert une affiche ancienne, une affiche 1900 que j'ai toujours, que j'ai gardée, parce que c'était ma première affiche. Et c'est cette affiche que j'ai eue, mais cette affiche était pliée en mauvais état. Et elle était très belle, et j'ai cherché à la restaurer. Et puis c'est parti comme ça. Alors ma rencontre le papier est en fait très très ancienne, elle date tout simplement de mon père, qui lui travaillait dans le livre ancien. Il était dans le livre ancien, il a toujours été, c'était un bibliophile. Et j'avais commencé un petit peu, moi aussi, m'intéresser aux livres. Et j'ai commencé à chercher à restaurer les documents et restaurer les livres. Et à 14-15 ans, j'ai commencé à travailler dans certains ateliers. À ce moment-là, c'était beaucoup plus simple. On rentrait, on travaillait pour une certaine période, on apprenait un peu son métier. Et je poursuivais des études, mais pendant ce temps-là, toutes mes vacances, j'allais travailler dans les ateliers. Et puis à partir de là, dès que j'ai été majeur, à 18 ans, j'ai commencé à partir sur ce métier, à la fois la restauration de documents et à la fois, bien sûr, le travail dans le livre de la bibliophilie. J'ai commencé à travailler quand j'avais 20 ans et jusqu'à 1993, j'ai travaillé seul. Et j'ai pris la décision à un certain moment de rassembler tous les corps de métier, de faire une mosaïque de métiers pour qu'on ait un panel complet de réponses, c'est-à-dire les 4 corps de métier principaux, le corps d'ouvrage, la reliure, la dorure et la restauration de documents qui comprend aussi la restauration des parchemins. Donc un beau document, pour moi, reste un document difficile, un document qu'on nous a donné en disant « je ne vois que vous pour le faire, je ne sais plus quoi faire ». Donc là, on le prend et si on arrive à le restaurer, c'est une bonne chose. La restauration n'étant pas un embellissement, la restauration étant le fait que le document retrouve une intégrité dans le temps et une conservation dans le temps. Le métier de la reliure n'a pas tellement évolué, on s'est relié depuis très longtemps, et les techniques, il y a des écoles qui forment les gens tout aussi bien, etc. Mais on s'est aperçu que le gros problème qu'on avait beaucoup était, autre que les problèmes inhérents au document lui-même, l'acidité du papier par exemple, c'est les problèmes bien entendu de champignons, c'est les problèmes d'infection de l'ensemble des documents. Donc à partir de là, il faut traiter le document extrêmement comme un corps malade et le protéger comme on le travaille dans une clinique ou dans un hôpital. On s'aperçoit des fois que des très belles restaurations sont faites, mais les documents étaient infectés. Et on se retrouve exactement comme pour un patient. Vous avez fait une magnifique opération, sauf qu'il est ressorti avec une maladie nosocomiale. Et là, il y a quelque chose de grave. Alors, il y a 2 types de clients. Il y a les clients dits, ce qu'on appelle nous les particuliers, si vous voulez, et les clients institutionnels. Donc, nous avons les archives municipales, départementales et archives nationales, les bibliothèques de même façon et la Bibliothèque nationale de France, et puis les musées, et plusieurs musées en France, départementaux, musées de France. Vous savez, dans un métier qui est celui d'un métier d'art, quand on arrive à réunir 40 personnes autour de soi, on est dans un challenge qui est déjà pratiquement impossible. D'abord parce que ces métiers sont certes reconnus, mais n'ont pas une véritable viabilité économique. On ne travaille pas en temps et en heure, et on ne facture pas, je dirais, par rapport au temps passé réellement, on en fait toujours plus. Et j'ai réussi, moi, à garder des relieurs et des restaurateurs autour de moi. Et le vrai challenge, c'est que ça perdure, et qu'autour de moi, ça perdure. Parce que, très sincèrement, cette entreprise étant maintenant une des plus grandes en France dans ce domaine, de la restauration et reliure main, je vois beaucoup de gens disparaître, et ce n'est pas une bonne nouvelle. C'est-à-dire qu'on perd des mains extraordinaires qui n'ont pas de succession.
Mon arrière-arrière-grand-mère était d'ici, toute ma famille est partie, moi j'étais très éloigné. Et puis quand j'ai commencé ce métier, je me suis dit que tant qu'à le faire, autant le faire dans l'île de Ré. Il y a pire comme installation. Une fois que le travail est fini, le soir, il y a plus dur au niveau de la récupération du travail. Du 14 au 18 juin dernier, pendant 5 jours, tous les showrooms de Paris étaient ouverts au public à l'occasion de la 7e édition des Designers Day. 5 jours pour découvrir toutes les nouveautés dans la création industrielle, dans le domaine du cadre de vie, de l'architecture intérieure, du textile, du mobilier, également des luminaires et des objets. Vous allez découvrir que cette année, le thème était le désir, un thème qui apparemment a inspiré diversement les créateurs. Avec plus de 5000 visiteurs, 40 showrooms ouverts au public et 4 jours de liesse, les Designers Day ont encore fait très fort en 2007. À commencer par la thématique de cette 7e édition, le désir. Un désir brûlant, étrange, exotique, gourmand, originel. Ici, nous avons choisi de réfléchir au désir et à l'origine du désir, c'est-à-dire en fait Adam et Ève. Et donc nous avons imaginé une table où on mélangerait à la fois patrimoine et objets contemporains. Et on a tout un effet visuel et qui représente une pomme croquée dans l'espace progressivement. Donc Ève croque la pomme. Et ensuite on a un serpent qui court d'assiette en assiette et l'effet est assez spectaculaire. On demande que les gens jouent le jeu, c'est-à-dire acceptent éventuellement de supprimer tout ce qui existe dans leur point de vente pour complètement construire une scénographie liée à la thématique. Et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'ils se sont bien lâchés. Le cuisiniste Bultop a choisi de montrer la dernière scène d'un film, une scène d'amour, une scène de passion.